Aujourd'hui, nous allons parler d'Open Innovation, donc un grand terme qui veut dire beaucoup de choses. Pour recentrer un peu le débat, on va voir comment des organisations publiques ou privées peuvent promouvoir la collaboration entre institutionnels, grands groupes et corporates. Donc, nous avons plusieurs acteurs qui vont parler de tout cela. Je vais laisser tout le monde se présenter et puis pour faire assez simple, chacun va présenter son entreprise et puis ou son organisation et parler de projets un peu concrets de ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils font la promotion de la collaboration entre ces acteurs des écosystèmes. Peut-être on peut commencer par... Ok, merci beaucoup. Donc je me présente, je suis Senda Koubeji, je travaille au sein de la GIZ Tunisie, donc plus précisément le programme de transformation digitale de la GIZ Tunisie. Voilà, je m'occupe de la composante Startup, Tech Ecosystem Support, et parmi mes responsabilités, c'est la thématique Open Innovation. Donc ravi d'être parmi vous. Bonjour tout le monde, c'est Haifa Ben Selim, je travaille à ITC, donc c'est une agence des Nations Unies et de l'OMC. Donc déjà vous voyez que ça combine un peu l'aspect très non-profit, très ONU, et l'OMC qui est très vraiment focus commerce. J'aime bien présenter ITC comme une agence de l'ONU qui appuie les petites et moyennes entreprises, voire même les micro-petites moyennes entreprises, et tout l'écosystème dans lequel elles évoluent. On est 900 personnes, donc 500 qui sont à Genève dans le HQ et 400 un peu partout dans tous les marchés émergents presque. Plusieurs secteurs appuyés, mais le secteur de mon équipe en soi, c'est la tech, donc la technologie. Et on a plusieurs projets d'appui au secteur tech dans 15 écosystèmes, notamment en Afrique, dans 10 écosystèmes en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes. Ce que nous faisons en vraiment 3 mots. Le premier, c'est l'appui aux policy makers, donc au niveau réglementaire, où on travaille ensemble avec les politiques publiques les politiciens publics pour soit améliorer ou créer des politiques publiques propices à l'entrepreneuriat numérique. Le deuxième, c'est l'appui aux institutions d'appui, que ce soit les tech hubs, les accélérateurs, les incubateurs, mais également les associations IT, les chambres de commerce, donc comment créer ou perfectionner leur portefeuille de services pour mieux appuyer leurs membres, comment faire leur stratégie, etc. Et le troisième niveau qui, pour moi, est le plus dynamique et le plus, on va dire, innovant, c'est l'appui direct aux startups et aux entreprises IT. Dans chaque pays, nous avons des cohortes avec des niveaux de maturité différents et nous leur offrons des services qui varient entre la capacity building, donc renforcement de compétences, mais également accès au marché et à des investisseurs. Donc, ravi aujourd'hui, surtout de voir on va dire des partenaires avec qui on travaille déjà, des noms familiers, et ravi de cette discussion. Bonjour à tous. En effet, ravie de voir beaucoup de partenaires sur le panel et dans la salle. Je m'appelle Maëva Padounou, je co-dirige la pratique conseil de l'Innovation for Policy Foundation, très anglophone, on appelle I4Policy pour faire court. Et pour décrire ce que fait la fondation, j'aime bien dire qu'on a un projet, un objectif qui est ambitieux. C'est tout simplement de revoir la manière dont on fait les politiques publiques. Et parce que c'est très ambitieux, on a décidé de commencer par les politiques publiques en matière d'entrepreneuriat, les Startup Act, et donc revoir la manière dont on fait les politiques publiques en matière d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que d'utiliser une approche du haut vers le bas, du gouvernement vers les publics qui sont touchés par ces politiques publiques, eh bien on prend le sens inverse. On commence par le bas vers le haut. On appelle ça des bottom-up approach, c'est-à-dire qu'on considère que les entrepreneurs, les SEOs qui sont les hubs, les accélérateurs, les incubateurs, etc., sont les meilleurs experts de l'entrepreneuriat. Ce sont eux qui connaissent et qui comprennent l'entrepreneuriat le mieux, et donc on pense que ce sont eux qui devraient alimenter, nourrir, voire créer les politiques publiques qui les touchent. Et donc, ces entrepreneurs, finalement, on les invite à rédiger les Startup Act avec leur gouvernement. Ça a été le cas en Tunisie, au Sénégal aussi, les 2 premiers pays qui ont adopté des Startup Act sur le continent africain. Et puis, plus récemment, au Nigeria, en RDC. En ce moment, je travaille beaucoup sur le Rwanda, la Zambie et puis la Tanzanie. Voilà. Bonjour, moi c'est Asma Nefer, je suis directrice exécutive de la RSE de la communication chez Orange Afrique Moyen-Orient, donc je couvre 17 pays. Et en même temps, je suis secrétaire générale de l'Orange Digital Center. C'est la fondation Orange Digital Center qui est basée à Bruxelles.
Dans mon scope, par rapport à aujourd'hui, en particulier par rapport à cette table ronde, on parlera du concept des Orange Digital Center qui a été mis en place en Tunisie, ça fait un peu plus de 11 ans, et qui est aujourd'hui déployé sur tous les pays Orange, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en France. Et donc, nous avons aujourd'hui un réseau de 25 Orange Digital Center au niveau des capitales, et nous ouvrons aussi des Orange Digital Center Club dans les universités. Nous sommes partenaires de 129 universités sur le continent où on déploie des Orange Digital Center Club qui sont des filiales du gros ODC qui est au niveau de la capitale. Pourquoi ces Orange Digital Center? Ce sont des centres physiques qui font entre 500 et 1000 mètres carrés dans chaque pays où nous sommes présents pour former, accompagner les jeunes à l'entrepreneuriat, développer l'écosystème entrepreneurial, débloquer les compétences sur les nouveaux métiers du numérique. Nous avons formé à ce jour 1 million de bénéficiaires au niveau des Orange Digital Center, un peu plus de 300 startups accompagnées. Donc nous avons une école du code. Pour toutes les formations, pour moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat s'il n'y a pas de formation au numérique. Et la formation aux nouveaux métiers du numérique, je pense qu'elle est essentielle aujourd'hui sur le continent. Sans formation, sans accompagnement, on ne pourra jamais avancer ni développer l'écosystème. Donc, nous formons avec une école du code. Nous avons un Fab Lab pour tout ce qui est prototypage. Nous avons aussi un incubateur et un accélérateur de start-up, et nous sommes dotés aussi d'Orange Digital Venture, qui est le fonds d'investissement du groupe Orange et qui a 50 millions d'euros pour le continent africain. Donc voilà un peu ce que l'on fait. On va continuer la discussion après. Oui, tout à fait. Super, merci. Je vais essayer de ne pas tout casser. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hicham El Merini et je suis vraiment doublement ravi d'être là. C'est la première fois de ma vie quand même que je participe à un panel où la présence féminine est majoritaire. Donc je pense que c'est à souligner, quoi. Sinon, je suis là avec deux casquettes, celle d'entrepreneur. Ma société est SM2E. Elle est basée en France avec quelques filiales en Afrique. Et surtout, ce qui m'importe, c'est que je suis là en tant que représentant d'une communauté qui s'appelle Africa Link. Donc je suis le coprésident avec Panayotis Liolios. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'en termes d'open innovation, je l'utilise au niveau de la boîte, on essaie de le promouvoir au niveau d'Africa Link. Donc j'orienterai ma discussion principalement sur Africa Link que sur ma société. Je peux dire 2 mots d'Africa Link? Oui. Ça me permettra après juste d'illustrer. Pour vous donner juste un aperçu, Africa Link aujourd'hui, c'est une communauté d'entrepreneurs qui s'inscrit bien dans Emerging Valley. Et merci beaucoup à Samia de nous associer à cet événement tous les ans pour lequel nous sommes partenaires. Et cette communauté, avec ses 200 entrepreneurs, est représentée par 12 ambassadeurs dans 12 pays africains et 2 ambassadeurs aussi en Europe. Les ambassadeurs dans les pays africains, je ne les cite pas parce que j'en oublierai certainement quelques-uns et ils risquent de m'en vouloir. Je vais juste saluer la délégation kenyane parce qu'il y a aujourd'hui 8 entrepreneurs qui sont venus avec notre ambassadeur ici. Et depuis peu, nous avons aussi des entrepreneurs en Europe parce que l'objectif d'Africa Link, c'est de consolider la relation Europe-Afrique, mais aussi d'enrichir la relation Sud-Nord et de permettre aux entrepreneurs africains de venir conquérir des parts de marché en Europe. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Super, merci beaucoup à toutes et à tous. Peut-être, Cinta, tu voulais nous en dire un peu plus sur ce que tu fais à GIZ et comment GIZ opère dans ce domaine de l'Open Innovation. Effectivement, en fait, je vais commencer tout d'abord par présenter rapidement, parce que je me suis aperçue que je n'ai pas présenté le programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie. En fait, nous appuyons la digitalisation du secteur public et privé en Tunisie. Nous sommes mandatés par le ministère fédéral allemand de la coopération et du développement économique, donc la BMZ. Et notre programme est soutenu par SE Jobs, donc c'est l'emploi décent pour une transition juste.
Et quand on parle digitalisation, on parle en effet de soutenir la compétitivité, la diversité et la durabilité. Donc, au sein du programme Transformation digitale, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons 3 composantes. Nous avons une composante Business and Invest. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est une composante qui permet de renforcer la collaboration entre les entreprises africaines, européennes et tunisiennes à travers différentes panoplies de services que nous offrons. La deuxième composante, c'est la composante Industrie 4.0 qui accompagne la Tunisie vers une transformation en Industrie 4.0 avec le ministère d'Industrie et des Mines. Donc, c'est vers une Industrie 4.0 qui est digitalisée en Tunisie. Et la troisième composante, c'est la composante Startup and Tech Ecosystem Support, dont je fais partie, et c'est là où nous œuvrons beaucoup sur l'Open Innovation. Donc, je dirais que la Tunisie est déjà pionnière dans l'écosystème des startups. Déjà, je suis très fière parce que la Tunisie est le premier pays africain qui a mis en place le Startup Act, donc le framework pour les startups. Nous avons des talents qui sont reconnus à l'échelle mondiale. Déjà, on est classé parmi le premier pays dans la région MENA pour la qualité des talents dans le secteur IT. Et nous sommes aussi classés dans le top 10 des écosystèmes de la connaissance en start-up et innovation, selon Startup Genome rapport de 2023. Donc déjà, c'est une fierté et nous continuons déjà dans ce sens dans le développement de l'Open Innovation, où nous avons déjà fait plusieurs recherches et nous avons constaté qu'il y a un potentiel énorme pour la mise en contact entre start-up et entreprises, TPE ou PME, même grandes entreprises. On s'est inspiré de l'expérience de Orange déjà en tout ce qui est Open Innovation. Ils sont leaders sur le marché dans ce sens. Et nous avons établi un partenariat avec EY en 2021 où nous avons lancé notre premier programme qui s'appelle Scan and Match et qui a fait ses preuves en fait en Tunisie et je pense même à l'échelle internationale. Où nous avons eu tout un programme d'accompagnement des startups et des entreprises, donc qui sont allés vraiment en parallèle. Et pour parler plus concrètement en termes de chiffres, nous avons effectué 480 heures d'accompagnement pour des startups. On parle de 45 startups qui ont participé à ce programme. Nous avons effectué 420 heures d'accompagnement pour des entreprises. Donc là, on parle vraiment d'un accompagnement en profondeur en termes de design thinking pour pouvoir aider les entreprises à identifier leurs défis déjà et à définir leurs challenges en utilisant de l'innovation. Donc, c'est vraiment en termes de design thinking dans les design thinking studios de EY. Et ça a été un environnement stimulant pour pouvoir aider les entreprises à identifier leurs défis. En parallèle, nous faisons aussi l'accompagnement aux startups pour qu'ils puissent définir leurs solutions qui soient adaptées aux challenges des entreprises, selon l'industrie qui a été bien sûr définie dans des thématiques différentes. Donc, je pense que nous avons effectué un succès parce que je veux vraiment parler de cas concrets, de cas pratiques en termes de success story, parce que nous avons effectué 15 deals et ça veut dire que nous avons effectué des contrats entre les startups et les grandes entreprises. Il y a de grands noms comme Gourmandis, je cite Gourmandis par exemple, Léonie, FedEx. Et les startups ont pu réaliser des proof of concept jusque-là. Et là, ils sont vraiment en train de concrétiser des offres financières et ils sont vraiment en partenariat. Donc, on ne s'est pas arrêté au niveau théorique d'Open Innovation, même si l'écosystème est assez, je dirais, assez prématuré en Tunisie pour la thématique Open Innovation. C'est encore embryonnaire, mais quand même, nous avons réussi à concrétiser des deals et je pense qu'on peut être fier de ça. Un deuxième programme que nous avons lancé s'appelle Link for In. C'est Link for Innovation avec des partenaires de l'écosystème. Donc, on fait toujours des programmes en partenariat avec des acteurs clés de l'écosystème. Que je cite, l'UTICA, en fait, c'est l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat. Ça, c'est pour la partie corporate. Pour la partie start-up, nous avons identifié Tunisian Startup Association, qui est un des acteurs clés de l'écosystème aussi, qui nous a aidés à sourcer les startups. Donc, l'UTICA, d'un côté, qui source les entreprises, et d'un autre côté, le Tunisian Startup qui source les startups. Et nous, la GIZ, nous actons comme un facilitateur du process Open Innovation. Donc, Link for In est en cours. Donc, c'est un programme en cours.
La troisième initiative qui complète le picture, c'est l'approche Open Innovation selon une plateforme Open Innovation en Tunisie. Donc, nous sommes en train de développer une plateforme Open Innovation. Et là, c'est une annonce que je vais faire. C'est que nous allons faire le kick-off de cette plateforme au mois de février 2024. Donc, ça va être la première plateforme en ligne Open Innovation en Afrique et qui met en relation des entreprises et des startups. Donc, étant donné qu'on est le programme de transformation digitale, on ne peut pas parler d'Open Innovation sans la digitaliser. Donc, voilà, je peux parler d'un autre success story, mais je laisse la parole aux autres. Et je reviendrai sur nos success stories qui sont nombreux dans ce domaine. Merci. Très bien. Super, merci beaucoup. Je crois que Haïfa et Maëva, vous vouliez parler spécifiquement des Startup Act. Et donc, j'aurais aimé savoir comment est-ce que ça pouvait bénéficier aux startups et est-ce que ça comprend une dimension, une composante Open Innovation? Est-ce que la loi va pousser les entreprises à plus travailler avec les startups? Je vous laisse nous en dire plus. Alors, je souhaite d'abord vraiment faire un big up à ce que Senda a mentionné pour quelqu'un qui a rencontré Imen aussi de EY l'année dernière. J'étais vraiment impressionnée, donc big up pour vraiment le bon travail. Alors, niveau Startup Act, bon, nous on part du principe qu'on ne peut pas faire de l'open innovation s'il n'y a pas un cadre réglementaire déjà et les bases pour que l'écosystème des startups flourish, donc s'épanouissent et grandissent et se créent. Donc, autant j'ai mentionné les 3 niveaux tout à l'heure de l'intervention de ITC qu'on veut toujours holistique et qui couvre toute la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat digital. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'appui aux startups, par exemple, qui est quand même une grande partie de notre travail. Je vais laisser ça pour une autre fois, mais je vais plutôt me concentrer sur les Startup Act en soi. Donc, je vais plutôt partir de la partie opérationnalisation. Maëva parlera très très bien de l'aspect en amont et c'est pour ça d'ailleurs que notre travail est très très complémentaire avec i4Policy avec qui nous avons déjà travaillé dans le passé. Donc, nous réalisons que dans beaucoup d'écosystèmes où une loi est votée, une loi est passée, un décret existe, c'est bien. Mais un document légal ou un ensemble de documents légaux peuvent tout simplement rester dans un casier et on ne peut rien faire avec ça et ça n'apporte rien. Donc, nous, avec ITC, on se positionne vraiment dans l'opérationnalisation des lois, des Startup Act, comment les rendre vivantes. On le fait aussi, par exemple, en Éthiopie avec leur stratégie de l'innovation digitale. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. Mais pour les Startup Act en soi, nos interventions sont les suivantes. En premier lieu, nous avons un benchmark que nous avons réalisé en prenant tous les Startup Act du monde, notamment, parce que je rappelle que l'Italie a aussi un Startup Act, ce qui peut paraître aussi assez surprenant. La Tunisie, bien entendu, le Sénégal, le Nigeria, où on catégorise quels services sont activés ici, quels services sont activés là. On est très conscient qu'un Startup Act n'est pas seulement le Startup Act, mais aussi toute la constellation et les changements légaux, les circulaires que ça influe ou que ça crée d'ailleurs. Donc on a ça de disponible et si certains partenaires veulent collaborer avec nous, on est ravis de leur faire une session dessus. Hein. Nous l'avons fait avec l'Union africaine par exemple et plusieurs autres partenaires. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue théorique sur le benchmark. Deuxièmement, nous avons organisé l'année dernière, en septembre 2022, une mission de prospection, pour le coup pas commerciale, pour les startups que nous faisons souvent, mais de prospection de politique publique, où nous sommes allés avec une délégation d'acteurs de l'écosystème, que ce soit des ministères de la digitalisation, des institutions d'appui, de i4Policy aussi, qui viennent du Sénégal, du Bénin et de la Côte d'Ivoire à Tunis, où nous leur avons fait rencontrer tous les acteurs tunisiens qui sont responsables de la mise en œuvre du Startup Act d'une façon ou d'une autre. Je veux faire ici une mention très très spéciale à Smart Capital, notamment, qui est aussi à l'origine hein, vraiment de l'activation de ce Startup Act, et notamment Salma Bardedi,
qui un gros shout-out à elle, et où ces acteurs de l'écosystème qui viennent donc de pays qui sont dans le process de soit mettre en œuvre, soit d'opérationnaliser, soit de finaliser, pour qu'ils voient ce qui se passe en Tunisie. Et donc, pour nous, la coopération Sud-Sud aussi est très importante. S'il y a quelque chose qui marche bien, en Tunisie, il y a quand même plus de 900 startups labellisées depuis 2018. Pourquoi tout refaire dès le début sans être exposé à ça? Pourquoi ne pas apprendre les lessons learned, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Donc, c'était vraiment dans une logique de partage entre l'écosystème tunisien et les 3 écosystèmes que j'ai mentionnés. Ça, c'était... D'ailleurs, nous sommes très fiers de dire que cela a contribué à l'adoption du Startup Act ivoirien, ce qui est documenté aussi sur Internet. Donc, ça contribue à faire bouger les choses. Ça, c'est le deuxième point. C'est vraiment créer des plateformes pour l'échange d'expertise. Le troisième, que nous sommes maintenant en train d'opérationnaliser, donc avec Salma Bardedi en sa capacité de consultante, c'est dans notamment 2 pays pour le moment. Je vous en dirai plus un peu plus tard, notamment pour les personnes qui me suivent sur LinkedIn. Donc, nous travaillons directement avec le ministère de la Digitalisation au Bénin pour opérationnaliser leur décret. Donc, eux, ils ont opté pour cette forme juridique. Nous travaillons sur la structuration d'un comité de labellisation, de tout le processus, vu que c'est assez... on va dire que c'est un gros travail. Et le deuxième volet, nous travaillons avec le Sénégal, avec notamment le comité de l'évaluation et de l'accompagnement et de la coordination du Startup Act, qui s'appelle donc CEAC, dans la mise en œuvre des critères de labellisation actuellement. Donc vraiment, le but ici, c'est de donner vie à du texte légal, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et peut-être vous entendrez un peu plus sur cela dans les mois ou les semaines qui suivent. Je complète peut-être. Oui, et peut-être nous dire qu'est-ce qu'une entreprise labellisée obtient en 3 mots. C'est une bonne question, parce qu'en fait, ça pose la question de qu'est-ce qu'un Startup Act pour commencer, parce qu'on en parle beaucoup, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Et j'étais au panel du Togo, je suis d'origine togolaise, donc forcément, j'ai voulu y assister. Et il y a un panéliste qui a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a besoin de Startup Act parce qu'une startup n'est pas une PME comme les autres. Et en fait, c'est ce qui explique la nécessité d'une loi qui touche spécifiquement les startups. Les startups sont des petites entreprises, donc des PME, des TPME, qui en sont, mais qui ont des besoins, qui ont des challenges qui sont particuliers. Et c'est pour ça que pour les toucher, il faut une loi qui soit particulière et qui s'adresse spécifiquement à eux. Et c'est ça tout l'enjeu en fait d'un Startup Act. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on offre aux startups via ces Startup Act? Ça dépend des pays, mais en général, on trouve des incentives, j'ai le terme en anglais mais pas en français, des avantages, merci, liés à la taxation, liés à l'accès au visa, liés au capital humain, liés à l'infrastructure, liés à la gouvernance, liés à la loi elle-même, c'est-à-dire faire en sorte que lorsqu'une startup, si je prends l'exemple de la RDC, puisque c'est le dernier Startup Act qui a été adopté sur le continent, lorsqu'une startup congolaise veut tout simplement s'enregistrer auprès de l'autorité congolaise vers laquelle elle veut s'enregistrer, avant le Startup Act, les startups nous disaient on ne savait pas comment faire, c'était trop compliqué, les lois n'étaient pas claires, on ne savait pas vers qui aller. Moi, j'ai une idée, je veux enregistrer ma startup, je ne sais pas comment faire. La Startup Act, elle vient aussi streamliner, en fait, simplifier ce processus-là pour que ce soit plus simple, pour qu'une startup qui a un potentiel, qui a une idée, puisse aller s'enregistrer, pour qu'elle puisse aller toucher des investisseurs, aller chercher des fonds tout simplement de manière plus simple, parce que les Startup Act ont aussi pour objectif d'attirer les investisseurs, c'est important. Et donc voilà un peu en gros ce qu'est un Startup Act. C'est une loi qui est courte en général, qui définit ce qu'est une startup, comment une startup peut être labellisée, donc obtenir le label qui est un peu le passe-droit pour avoir ces avantages, et définir la liste des avantages qui sont différents d'un pays à un autre. Mais l'autre particularité d'un Startup Act, c'est que c'est une loi qui, comme je le disais tout à l'heure, a la particularité d'être adoptée en collaboration avec l'ensemble de l'écosystème. Quand on parle d'open innovation, moi, c'est une notion avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce que ça veut dire beaucoup de choses. Mais il y a une chose que ça veut dire, c'est la collaboration. En l'occurrence, la collaboration entre les grands groupes et les startups. Et bien, les Startup Act, c'est aussi la collaboration entre les grands groupes, les startups, les universités, les étudiants, mais aussi le gouvernement, les acteurs publics. Et
Et j'aime bien donner donc l'exemple de la RDC et pour vous dire comment le Startup Act a été adopté en RDC. Et c'est un processus qui est un peu similaire au Sénégal, en Tunisie, au Nigeria et en ce moment au Rwanda. Et ben j'aime bien parler de ce qu'on appelle un policier hackathon. Un policier hackathon, c'est un événement où on invite, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les membres de l'écosystème. On les fait s'asseoir autour de la même table et on leur demande deux choses. Première chose, quels sont les challenges auxquels vous faites face? Quelles sont vraiment les difficultés qui vous bloquent au quotidien en tant que start-up, en tant qu'investisseur, en tant qu'hub, en tant qu'accélérateur? Quels sont vraiment les challenges auxquels vous faites face? Ils n'ont pas de mal à nous les donner, évidemment, mais on leur demande d'aller plus loin. La deuxième partie de l'activité, c'est de leur demander quelles sont les solutions que vous avez en tête pour pouvoir contrebalancer ces challenges. Quelles sont les solutions à ces challenges-là? Et donc là, ils vont nous dire on a besoin de moins d'imposition. On a besoin, de faire en sorte que les investisseurs soient attirés par justement moins d'imposition pour eux, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces recommandations-là et on les présente, nous, en tant qu'IFO-Policy, au ministère de la digitalisation, de l'économie numérique, etc. Et on leur dit ces recommandations-là, elles viennent de l'écosystème directement. C'est-à-dire que c'est ce que l'écosystème veut. On transforme ces recommandations-là en loi, en dispositions juridiques. C'est mon travail à moi, ayant un background juridique, c'est ce que je fais au quotidien. Je prends ces recommandations, je les transforme en dispositions juridiques, j'en discute avec les ministères qui sont impliqués. Cette loi-là, ensuite, on ne s'arrête pas là, on revient devant l'écosystème, on leur dit voilà ce qu'on a fait de vos idées, est-ce que vous êtes d'accord? Et pour ça, en RDC par exemple, qui est un pays qui est immense, vous le savez, on ne s'est pas concentré seulement à Kinshasa, on a pris la loi qui est issue du policier hackathon et on est allé dans toutes les régions de la RDC et puis on a demandé à tout le monde de regarder la loi, de nous donner des commentaires sur cette loi. Et ils nous ont dit par exemple, je n'apprécie pas la manière dont la start-up est définie dans le Startup Act qui est aujourd'hui un draft à cette époque-là où j'apprécie pas cet avantage-là. Je voudrais qu'il soit étendu, qu'il soit réduit, qu'il soit précis, etc. Et donc, on fait une itération, c'est le terme en anglais, je ne sais pas si c'est le terme en français aussi, mais en tout cas, on fait une itération de cette loi jusqu'à qu'elle convienne à tout le monde. Et ensuite, cette loi est donc présentée devant le cabinet et adoptée à l'Assemblée nationale, etc. Et donc, c'est ce qui s'est passé en RDC, et j'aime bien donner cet exemple parce que ça permet vraiment de comprendre comment le processus se passe de A à Z, et ensuite c'est là que ITC et d'autres organismes interviennent pour en effet faire en sorte que cette loi qui a fait donc l'objet d'un processus qui est long, qui est compliqué, qui nécessite beaucoup d'énergie, ne reste pas lettre morte, mais en effet soit impliquée, soit mise en œuvre et opérationnalisée pour que l'impact soit senti auprès des startups du pays en l'occurrence. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question complètement. C'est super, c'est très clair, c'est même impressionnant. Merci. Asma, peut-être un mot. Alors, ce n'est pas une question piège, mais est-ce que du coup, Orange est impacté par les Startup Act dans les différents pays? Et comment vous recevez ça? Est-ce que c'est une contrainte ou c'est une opportunité? C'est le cadre réglementaire pour accompagner les startups, Startup Act finalement. Donc, c'est beaucoup une réglementation. C'est vrai que en Tunisie, l'écosystème entrepreneurial s'est beaucoup développé après le lancement du Startup Act. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui au Sénégal. C'est beaucoup de communication aujourd'hui en Côte d'Ivoire aussi. C'est très bien, mais le côté pratique de la mise en place du Startup Act n'est pas totalement bien fait. Les grands jalons sont là. Mais la mise en place du Startup Act par rapport à ce que me retournent comme information les startups, ils ne sont pas très contents entre ce que dit la réglementation et ce qui est fait sur le terrain. C'est très bien qu'il y ait une réglementation. C'est encore mieux qu'il y ait beaucoup de startups. Et pour avoir beaucoup de startups, on a besoin de bons incubateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on a comme difficulté sur le continent, c'est qu'il y a beaucoup d'accélérateurs, beaucoup d'incubateurs, mais pas le niveau qu'il faut pour qu'on ait un pipeline de startups qui reste dans la durée. Et donc, nous, au niveau stratégique, ce qu'on a mis en place pour 2024, c'est développer l'incubation avec des mentors de choix, donc mettre à la disposition de tous les Orange Digital Centers comme un supermarché de mentors, avec plusieurs spécialités, que ce soit du business plan, que ce soit du marketing, que ce soit du legal, que ce soit de la communication. Il faut toucher tous
les aspects de la start-up. Lui donner, l'accompagner bien au début, parce que si elle tient au début, elle tiendra dans la durée. Nous, ce qu'on a par rapport aux autres incubateurs et accélérateurs, c'est que nous donnons du business aux startups. En dehors du fait que nous avons Orange Venture qui met du capital dans les startups. Mais sans accompagnement, sans le fait qu'on ait au niveau de l'ODC des développeurs, des ressources qui ne sont pas chères pour les startups, sans qu'on ait du développement au niveau de l'Orange Digital Center, des développements de solutions technologiques qui peuvent être utilisées au niveau des startups. C'est tout ce supermarché et toute cette intelligence collective que fait un ODC. Ce n'est pas un centre de formation, c'est construire ensemble. Et aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est que les jeunes construisent ensemble. Et finalement, c'est eux qui vont construire l'avenir de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'accompagnement, c'est ce qu'il faut pour ces jeunes-là pour qu'ils puissent arriver à bon port. Donc, il faut les prendre par la main et sortir des success stories, sortir des licornes africaines. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer le continent. Donc, c'est très bien d'avoir un Startup Act, c'est encore mieux de les accompagner, de leur donner les moyens de réussir, et encore mieux de leur donner du business. Donc, nous, à notre niveau, on essaye de leur trouver du business avec Orange ou avec les partenaires d'Orange ou avec les gros comptes qui travaillent avec le groupe Orange dans les différentes filiales. Nous avons aussi cet avantage d'être présents sur les deux continents. Donc, le réseau des Orange Digital Center étant sur le continent africain et le continent européen, c'est win-win entre les deux continents. Le continent européen a besoin de ressources. Le continent africain a besoin de marchés et finalement, sur les deux continents, c'est win-win, les deux y gagnent en travaillant ensemble. Et on peut ouvrir, grâce à ce réseau des ODC, les marchés africains pour les Européens et les marchés européens pour les Africains. Donc, franchement, je pense que ça, c'est le plus important aujourd'hui, c'est de sortir des licornes africaines. On a un potentiel excellent sur le continent. On a des ressources qui vraiment sortent du lot parce qu'ils doivent peiner, ils doivent arriver à bon port, ce qui n'est pas évident dans ce type de pays. Et c'est encore plus successful quand ces jeunes-là réussissent. Et franchement, moi, j'en vois tous les jours. Et franchement, c'est une fierté de voir cette jeunesse africaine qui est en train de se développer et le continent qui est en train de se développer à une vitesse grand V. Et vous allez voir, hein, le continent africain va faire une croissance de folie dans les prochaines années. Et ça, c'est par rapport à la formation, l'accompagnement, les nouveaux métiers du numérique. Ça, c'est très important par rapport à ce socle de formation. La formation au digital, c'est la base. Après la formation, c'est l'accompagnement, c'est leur trouver un emploi parce que tous ne seront pas entrepreneurs. Donc, quand on termine les cohortes de formation, nous faisons des journées de speed recruiting où on appelle nos entreprises partenaires à venir recruter la cohorte. Et à 85%, entre 85 et 90%, tous trouvent un emploi. Pourquoi? Parce que nous sommes ouverts à beaucoup de partenaires. Nous sommes partenaires avec la GIZ, nous sommes partenaires avec la Banque mondiale, nous sommes partenaires aussi avec Google et Amazon. Pourquoi? Parce que ce sont des partenaires qui donnent des certifications. Et ces certifications valent diplôme sur le marché de l'emploi africain aujourd'hui. Et donc, pour leur donner plus de chances d'avoir un emploi, nous leur permettons d'avoir des certifications gratuites au niveau des Orange Digital Center sur les nouveaux métiers du numérique qui sont très demandés sur le marché de l'emploi. Donc, ce n'est pas difficile qu'ils trouvent un emploi ensuite. Et donc, ça, c'est pour trouver un emploi juste après la formation. Sinon, les accompagner au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, ça est ce qu'il faut aussi mettre en avant au maximum, c'est l'entrepreneuriat féminin. Ça, franchement, sur le continent africain, c'est une vraie problématique. Et je vous assure que plus on va former les femmes au digital, plus on va les accompagner pour vendre leurs produits sur des plateformes e-commerce, plus ce continent se développera à une vitesse grand V. Ça passera obligatoirement par les femmes. Et donc, plus on va investir dans les femmes africaines,
plus le continent va se développer vite. Donc, nous, on a un programme spécifique pour l'entrepreneuriat féminin. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, on avait prévu peut-être quelques questions, mais je voulais laisser à Hicham. Oui, mais peut-être que tu voulais aussi partager quelques idées. Moi, je vais commencer à faire de l'open innovation ici dans ce panel, parce qu'il y a beaucoup d'idées en commun avec Asma. Au niveau d'Africa Link, on est aussi extrêmement conscient que le développement de l'Afrique passe par la maturité des startups et de la création de valeur au niveau masculin ou féminin. Certainement, le côté féminin est assez impressionnant. On a rencontré il y a 2 ans un ministre camerounais des PME qui effectivement a aussi la même volonté. Donc vous avez beaucoup d'idées effectivement qui convergent avec les nôtres, et y compris celles du fonds dont vous avez parlé, puisque nous, Africa Link, les membres d'Africa Link ont décidé de créer une petite société d'investissement. Nous n'avons pas les mêmes moyens qu'Orange, mais en tout cas, les membres d'Africa Link ont mis au pot, si on peut se permettre le terme, de leur argent pour créer un fonds pour consolider les créations d'entreprises et contribuer à la création de richesses. Alors, cette création de richesses, moi je suis convaincu, puisque je l'ai utilisé dans mon entreprise, je l'utilise aujourd'hui, et on l'utilise au niveau d'Africa Link. Il faut absolument consolider ce qui existe déjà aujourd'hui, une collaboration avec les grands groupes, les PME, les startups, un petit peu la chaîne, y compris les institutionnels. Il y a quelques années, j'étais dirigeant et actionnaire d'une, ce que j'appelais moi une grosse PME, 800 personnes de la région, et qui a été rachetée par un très grand groupe. 110 000 personnes, c'était pas Orange, 110 000 personnes dans le monde, plusieurs milliards, 12 milliards de chiffre d'affaires, enfin des choses qui n'avaient aucune valeur avec ce que nous connaissions, ni en termes de chiffres, ni en termes de fonctionnement. Et si on sait tous qu'aujourd'hui, il y a quand même des success stories sur ces partenariats, des grands groupes, des institutionnels, jusqu'aux startups. Il n'y en a pas assez. Donc, comment faire pour qu'il y en ait un peu plus? Aujourd'hui, on sait quelles sont les difficultés des grands groupes et quels sont les avantages des grands groupes, et de la même manière au niveau des plus petites entreprises. Dans les grands groupes, les décisions sont trop longues parce que les process sont extrêmement sclérosants. Il y a que des chefs, il y a que des gens dans des cases qui doivent prendre des décisions spécifiques pour des démarches spécifiques, enfin, des choses qui n'ont plus rien à voir avec un processus industriel ou économique. Au niveau des startups, je n'ai pas besoin de vous le dire, tout ce qui est agilité, créativité, et ainsi de suite, c'est un petit peu les géo trouvent tout, c'est un petit peu des fous d'innovation qu'il faut cadrer un petit peu. Donc on peut le prendre aussi dans les grands groupes parce qu'il y a de la rigueur, il y a de l'expertise, il y a un certain nombre de choses. Les avantages chez les uns et chez les autres sont évidents. La difficulté, c'est comment les mettre en œuvre pour que ces partenariats réussissent. Parce que le seul moyen pour qu'on puisse en avoir de plus en plus à l'avenir, c'est qu'il faut qu'on ait des processus inter-institutions, grands groupes, PME et start-up qui fonctionnent bien. Enfin, moi, je vais vous dire après ce qu'on préconise et pourquoi on œuvre au niveau d'Africa Link, mais en tout cas, aujourd'hui, on tire une expérience, nous tous, entrepreneurs d'Africa Link, de qu'est-ce qu'on subit quand on est dans un grand groupe et qu'est-ce qu'on peut amener au niveau des PME. Les grands groupes, aujourd'hui, vivent souvent sur leur succès passé. On a quelques histoires quand même. On peut penser à la photo, on peut penser à plein de secteurs. Hein. Donc, il y a des grands noms de la photographie qui ont disparu, il y a des grands noms de l'industrie qui ont disparu, pour une raison simple, c'est que toutes ces grandes entreprises vivent sur leur passé prestigieux, quoi. Les jeunes créateurs, les jeunes start-upers ne vivent que pour l'avenir. C'est quand même assez impressionnant. On voit des gens aujourd'hui qui sont en train de créer des business avec leurs loisirs. Jamais, nous, les générations d'il y a 20 ou 30 ans, on pouvait imaginer ça. Le meilleur modèle, moi, que j'adore citer, c'est quand même la musique. Qui aurait parié parmi les grandes majors, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, il y a 20 ans, qu'il y a des gens qui vont venir hurler leur frustration avec une musique ravageuse, des paroles qu'on ne comprenait même pas. Enfin, ça, ce sont mes définitions il y a 10 ans. C'est comme ça que je définissais le rap, quoi. Pour se retrouver aujourd'hui face à la musique la plus populaire. Et ça, on le trouve un petit peu dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire que nous avons des gens qui ont changé de paradigme, qui voient les choses différemment, et qui aujourd'hui pourraient être générateurs et géniteurs d'idées
en pagaille, mais sous réserve que les grands groupes sortent effectivement de leur schéma très cartésien et très sclérosant. Donc nous, au niveau d'Africanix, ce qu'on essaie de faire, c'est que bien évidemment que les grands groupes nous intéressent. Ils nous intéressent parce qu'ils sont à la recherche d'innovation. Leur bureau d'études coûte tellement cher que de toute façon, aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de sortir des produits qui s'adaptent au marché à des coûts intéressants. L'autre fois, je discutais avec des amis qui me disaient, parce que je mettais en avant toute la technologie qui se développe en Afrique et toutes les apps qui sont développées en Afrique. Et mon ami me disait, mais c'est normal, Hicham, tu imagines, en Afrique, ils ont fait un saut technologique. Ils sont passés de la 2G à la 4G. Ils sont passés de tel truc à tel truc. Je dis, oui, tu as raison. Ils ont fait un saut technologique. Mais là où je vous rejoins encore, c'est que pour pouvoir accéder à ce saut technologique, il a fallu trouver les compétences. Ces jeunes, ils ont eu l'ingéniosité de pouvoir trouver des solutions pour s'adapter à des marchés sans aucune connaissance de loi auxquelles on était habitué. Donc si aujourd'hui, on doit faire quelque chose pour consolider et renforcer ces liens entre les grands groupes et même les institutionnels, juste un start-up, il faudrait qu'on arrive à pousser de plus en plus les portes des grands groupes. Parce que je reste convaincu, enfin moi j'en ai côtoyé, je reste convaincu qu'il y a des personnes dans les grands groupes qui restent curieuses, ouvertes. Et dans Open Innovation, on trouve quand même le terme ouvert. Donc si on arrive à trouver des personnes capables de s'ouvrir pour bâtir effectivement ces passerelles-là, notre chance serait effectivement d'encourager les autres de franchir le pas et de bâtir de plus en plus de solutions. Et dans une deuxième partie, si tu me donnes l'occasion, je vous parlerai un petit peu de ce que nous, Africanix, nous préconisons, ce que nous mettons en œuvre et ce que nous essayons de pousser pour que les uns fassent confiance aux autres. Peut-être tu peux le faire tout de suite, non? Très bien. Tu voulais pas poser des questions que je monopolise. Non, peut-être si le public avait des questions. Après, je crois qu'il va falloir qu'on arrête assez tôt parce qu'il y en a qui ont des trains à prendre. Bon, très rapidement. Nous avons déjà un socle commun qui est basé sur les valeurs, qu'elles soient humaines ou technologiques. On préfère mettre les valeurs humaines avant les valeurs technologiques. Le partage de richesses dans tous les sens du terme. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, le mentorat et le coaching. Je vous ai parlé de la société d'investissement que nous avons décidé de créer, qui s'appelle Africanix Invest. Africanix Invest va investir dans des projets, dans des startups, dans un certain nombre de choses auxquelles on croit et auxquelles surtout les créateurs vont croire. Mais en dehors du fait de mettre un peu d'argent, c'est surtout la disponibilité et le temps que vont mettre les membres d'Africanix pour être des mentors, pour siéger au board de ces startups. Alors peut-être que board de start-up, dans certains cas, c'est une personne. Mais néanmoins, on voudrait être présent à côté d'eux pour les coacher, pour qu'ils gagnent en maturité, pour qu'effectivement, qu'on arrive à un moment donné à ce qu'on souhaite tous, c'est qu'eux-mêmes assurent leur job, mais qu'ils créent de la valeur et qu'ils embauchent d'autres personnes. Pour nous, un job créé, c'est une richesse, et c'est une contribution à la richesse du PIB du pays. On ne fait pas la fine bouche. On court après toute création de postes. Et s'il y a une personne qui, à travers la maturité de son entreprise, est capable d'engendrer des jobs à l'unité ou par dizaines, on sera les plus heureux. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut du respect, parce que bien souvent, les grands groupes, quand on discute avec les start-upers, on les prend un peu de haut. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus d'humilité. Je pense qu'il faut qu'il y ait un respect mutuel. Le respect des représentants des grands groupes pour considérer qu'effectivement, en face, on a une vraie valeur. Et de la même manière, le respect des engagements de la part des start-upers chez qui on va mettre un petit peu d'argent pour savoir que s'il y a des gens qui ont cru en eux à un moment donné, il faut se montrer à la hauteur et contribuer à cette création de richesse. Donc c'est un petit peu les démarches que nous mettons en œuvre et j'espère qu'on va pouvoir aider quelques-uns à créer leur propre job et les jobs des autres. Et pourquoi pas une licorne à l'avenir. Super. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a une question, on a encore quelques minutes. Alassane. En fait, moi, ma question, c'est par rapport au Startup Act. Est-ce qu'il y a un équivalent en France? Est-ce qu'on peut dire que c'est la French Tech? Et c'est quoi votre avis là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'en France, vous pensez que c'est bien structuré? Ou s'il y a des choses à améliorer? Enfin, moi, je me posais la question.
C'est marrant parce qu'on se posait aussi la question chez iFoPolicy, on a fait un benchmark des Startup Act sur le continent africain, mais pour bien le faire sur le continent africain, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, forcément. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, par Startup Act, on entend un groupement de dispositions juridiques qui a pour but de favoriser le développement, la création et le développement des startups. Mais pour faire ça, on n'a pas forcément besoin d'un Startup Act. Quand on prend plusieurs lois qui atteindre le même objectif, c'est l'équivalent d'un Startup Act. Et typiquement en France, même si on n'a pas, et dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs, même si on n'a pas de loi qui s'appelle Startup Act, on a plusieurs lois, plusieurs politiques publiques, plusieurs dispositions qui ont le même objectif en fait. Donc en effet, il n'y a pas des Startup Act partout parce que ça n'a pas le même nom partout et parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un texte juridique qui regroupe et qui a cet objectif-là partout. Mais partout, on trouve des lois, des textes qui ont le même objectif. Donc c'est un peu la position qu'on prend chez iFoPolicy, c'est ce qui permet de comprendre un peu mieux comment finalement on arrive à favoriser la création et le développement d'un écosystème qui soit efficace, qui soit mature partout dans le monde en fait. Je ne sais pas si ça répond. Ah. Vas-y. Bonjour à tous. Je suis le CEO et fondateur avec Alassane d'un collectif d'experts de la diaspora pour accompagner des startups africaines. Et j'aimerais bien savoir la valeur ajoutée aujourd'hui de la diaspora dans le développement des startups africaines, des startups qui se lancent, et comment vous voyez le rôle de cette communauté des experts de la diaspora et comment ils peuvent participer au développement de l'Afrique. Comment vous êtes sous format associatif? Comment vous travaillez? On est une start-up. D'accord. On a une plateforme de mentoring. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de Open Innovation. Donc nous, c'est la raison d'être de notre start-up. Et on est un collectif d'experts. Du coup, on a une communauté de la diaspora. On est 150 dans le collectif. D'accord. On a accompagné 200 start-up entre l'Europe et l'Afrique. À titre, c'est une initiative de notre part. Du coup, les start-up payent directement notre consulting. Okay. On a des experts qui facturent 250 € en France et qui facturent 50 € en Afrique parce qu'ils veulent créer de l'impact, ils veulent travailler sur des projets avec du sens. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des initiatives pour engager la diaspora, pour collaborer avec des communautés comme les nôtres, parce que c'est une initiative qu'on fait de notre côté. Mais comment on peut procéder avec vous en tant qu'organisme aujourd'hui qui sont présents dans l'écosystème africain pour collaborer ensemble et créer du coup... Peut-être j'ai une petite idée. Asma parlait tout à l'heure de catalogue d'experts que vous allez mettre à disposition de vos entrepreneurs. C'est ce à quoi je pensais d'ailleurs. On peut se mettre en contact avec mes équipes qui gèrent tous les ODC sur tous les pays et voir un partenariat pour du mentorat, de l'expertise. On est d'ailleurs en train de faire l'appel d'offres pour ça, pour avoir sur tout le continent quels sont les experts qui existent et dans quel domaine. C'est vraiment répertorier les meilleurs. On ne va pas donner du mentorat juste pour dire qu'on a donné du mentorat, ou on va donner du mentorat et qui va ramener des résultats probants pour les startups, sinon il n'y aura pas de mentorat. C'est de l'argent qu'on va mettre, donc autant que ça ramène un résultat. Et donc pour moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'avoir le supermarché d'experts sur toute la zone. Et donc si vous avez ça, bien sûr qu'on est preneur. Super. Vous savez, on travaille avec les ONG, on travaille avec des entreprises, on travaille avec le gouvernement, on travaille beaucoup avec l'écosystème local dans les pays. Et donc, tout ce qui peut aider à développer un écosystème entrepreneurial dans un pays, on le prend. Et même nos partenaires sont avec nous par rapport à ça. Et si je peux proposer aussi deux autres solutions de la part de la GIZ Tunisie, nous avons un projet qui s'appelle We Do Africa. En fait, il permet la réintégration de la diaspora en Tunisie et en Afrique en général. Donc, je peux aussi vous aider à vous mettre en contact avec le chef de projet. Et d'un autre côté, la Tech 216 au sein de notre programme qui pourrait être une solution aussi à votre service. Avec ces deux contrats, on passe Effectivement, bah oui, c'est le but, c'est le but. Je vais vous donner une information supplémentaire avec Denis Berger, qui est le délégué général d'Africa Link, qui est là-bas debout, comme ça vous le voyez.
Nous participons, nous sommes partenaires des Journées de la diaspora africaine. Et la session dernière, nous avons audité une vingtaine de dossiers, justement, de start-upers qui ont déjà créé des choses et qui cherchaient un peu des fonds et surtout du mentorat pour les accompagner. Donc, je vous invite à discuter aussi avec Denis ou avec moi pour regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Super, top. Bah, merci à tous. J'espère que ce panel vous a plu. Taher et Alassane, vous partez avec 3 partenariats, donc c'est pas mal. Et à bientôt alors. Merci. Merci à vous.